Bien, merci beaucoup. On va tout de suite commencer les présentations de tous les membres du REVA. Donc vous avez ce petit livret qui vous permet de suivre. On vous enverra la version numérique un petit peu actualisée très bientôt. Donc j'accueille Marie Gérardin pour le CEIPA. Elle va nous dire tout de suite, alors si tu veux bien plutôt, voilà, puisque voilà, donc vous pouvez suivre la progression sur les pétales de cette fleur. Voilà, et puis on commence tout de suite pour ne pas prendre trop de retard. Donc merci de démarrer. On enchaînera avec la pharmacovigilance, mais tout de suite c'est l'addictovigilance. Bonjour, donc vous m'entendez? Oui. Je m'appelle Marie Gérardin, je travaille au CEIPA, donc je sais que vous allez entendre beaucoup de sigles aujourd'hui. Donc c'est le premier que je vous présente. Le CEIPA, c'est le Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance. On peut dire aussi Centre d'addictovigilance. Alors, nous sommes situés dans le service de pharmacologie clinique au CHU de Nantes et notre équipe est composée de pharmaciens, de médecins, d'une attachée de recherche clinique et d'une secrétaire. Alors, les missions de l'addictovigilance sont définies dans le Code de la santé publique, ce qui est affiché là. Donc, l'addictovigilance, c'est la surveillance des cas d'abus et de pharmacodépendance liés à la prise de toute substance ayant un effet psychoactif, qu'elle soit médicamenteuse ou non, à l'exclusion de l'alcool et du tabac. Alors, le terme substance ayant un effet psychoactif est à prendre au sens large, parce que, par exemple, si on parle des médicaments, on ne va pas se limiter seulement aux médicaments psychotropes. Ça arrive qu'on puisse avoir des abus de médicaments, comme par exemple, on a eu des cas avec l'ibuprofène ou avec des bêta-bloquants. Donc, c'est vraiment l'effet qui est recherché par le consommateur qui est à prendre en compte, même si, a priori, ce n'est pas un produit qu'on aurait identifié comme psychoactif. De même, le terme substance est à prendre au sens large également, puisque ça implique à la fois les médicaments, les substances illicites, donc les drogues, et aussi tous les produits qui pourraient être détournés de leur usage pour une recherche d'effets psychoactifs, donc par exemple la colle, l'essence, le protoxyde d'azote, etc. Alors, en France, le système d'addictovigilance repose sur un réseau de CEIPA, donc il y en a 13 répartis sur le territoire national, et le CEIPA des Pays de la Loire a comme territoire d'intervention l'ensemble des départements de la région Pays de la Loire. Nous sommes coordonnés au niveau national par la NSM et au niveau régional par l'ARS. Alors, les CEIPA ont 3 missions principales. La première mission, c'est une mission de recueil et d'évaluation des cas d'abus et de pharmacodépendance aux substances psychoactives. La deuxième mission, c'est une mission d'information à destination des professionnels, donc sur les substances psychoactives, sur des situations de consommation problématiques, sur tout ce qui rentre dans le champ de l'addictovigilance. Et la dernière mission, c'est une mission de recherche qui va nous permettre de compléter notre recueil de données par des projets spécifiques. Donc je reviens un petit peu en détail sur chacune des 3 missions. La première, c'est celle qui vous implique, parce qu'on ne peut recueillir et analyser que les cas qu'on nous transmet. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des déclarations qui remontent du terrain, qui remontent des personnes qui sont en contact avec des situations problématiques. Alors je rentrerai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Dans la définition, c'est abus, pharmacodépendance. Mais bon, on n'est pas tous addictologues, c'est pas évident de faire un diagnostic ou d'avoir suffisamment d'informations sur une situation de consommation problématique pour dire que c'est un abus ou une pharmacodépendance. Donc nous, on recueille au sens large tout ce qui pourrait rentrer dans le cadre d'une consommation problématique avec une recherche d'effets psychoactifs. La deuxième mission, là, c'est nous qui pouvons vous apporter quelque chose puisqu'on est centre d'information. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Si vous avez un doute sur ce que vous pouvez déclarer ou pas, une question sur une substance psychoactive ou sur une situation particulière, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On vous renseignera. Et enfin, la dernière mission va nous permettre, comme je le disais, de compléter les données que l'on recueille. Alors, on recueille les déclarations qui viennent du terrain. On a aussi mis en place des outils épidémiologiques un peu ciblés pour compléter ce recueil de données, mais quelquefois, tout ça, ça ne suffit pas. Et on est obligé de mettre en place des projets de recherche clinique, par exemple dans une population particulièrement vulnérable qu'on aurait identifiée par des signaux ou pour une substance particulière ou un médicament. Alors, dans le Code de la santé publique, vous avez la définition des termes abus et pharmacodépendance. Donc, l'abus est défini comme l'utilisation excessive et volontaire,
permanentes ou intermittentes, d'une ou plusieurs substances psychoactives ayant des conséquences préjudiciables pour la santé physique ou psychique. L'abus, c'est ce qu'on appelle aussi l'usage nocif. En gros, ça va être une consommation excessive qui entraîne des conséquences néfastes pour la santé du consommateur. Le deuxième terme, c'est la pharmacodépendance. Alors là, la définition est assez longue. C'est l'ensemble des phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de consommer là où les substances en cause et leur recherche permanente. L'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique. Donc, comme vous l'avez compris, la pharmacodépendance, ça va être le stade au-dessus de l'abus. C'est une consommation excessive. Toute la vie de la personne va être centrée autour de la recherche de produits et ça va se caractériser par le fait que le sujet n'arrivera pas à s'empêcher de consommer. Alors, pourquoi faut-il évaluer la pharmacodépendance ? Alors d'abord, c'est une exigence internationale. L'OMS et l'ONU appellent les États à participer à l'évaluation du potentiel d'abus et de dépendance des substances psychoactives et du danger qu'elles représentent pour la santé publique. En gros, notre mission, c'est de répondre à la question « Quel est le potentiel d'abus ou de pharmacodépendance pour cette substance ou ce médicament ?» Alors c'est vrai qu'il y a des substances, des nouvelles substances avec effets psychoactifs qui sortent un peu tous les jours sur le marché. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des NPS, les nouveaux produits de synthèse, qui sont des substances chimiques qui vont imiter les drogues et qui sont vendues généralement sur Internet avec un accès très facile pour les consommateurs. Donc pour ces substances-là, évidemment, il n'y a jamais eu de test qui a été réalisé. C'est des substances qui sont créées chimiquement, donc qui n'ont pas de passé. Enfin, on peut pas savoir en fait les effets que ça va entraîner. Et donc, notre évaluation, c'est ça aussi, c'est d'essayer de voir quelles sont les conséquences de l'utilisation de ces produits. À côté de ça, vous allez me dire, on a des produits qu'on connaît comme étant avec un fort potentiel d'abus et de dépendance qu'on connaît depuis longtemps, comme par exemple les opioïdes, la morphine, l'héroïne, tous les produits dérivés. Mais en fait, il faut savoir que les consommations, elles évoluent tout le temps. Les modalités d'utilisation, elles évoluent tout le temps au cours du temps. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler en addictovigilance, ça fait quelques années, on voyait des cas de consommation problématique de codéine chez des sujets qui étaient des sujets injecteurs d'héroïne. En fait, ils utilisaient la codéine quand ils n'avaient plus de drogue, un peu comme autosubstitution. Donc, des sujets particuliers qui n'étaient pas des sujets naïfs en termes de consommation et avec un profil très particulier. Et bien là, plus récemment, ce qu'on a vu apparaître, c'est des consommations de codéine dans un cocktail qu'on appelle le Purple Drunk, associé à des médicaments antihistaminiques, des sodas, des bonbons, etc. Et ça, c'est les adolescents qui le consomment. Donc, a priori, des adolescents très jeunes sans consommation de substances psychoactives antérieures. Et donc, le problème qui va se poser avec ces consommations-là, pour le même produit qui est la codéine, ne va pas du tout entraîner les mêmes conséquences que dans la première population. Donc, c'est tout ça qu'il faut essayer d'identifier et d'évaluer en permanence, de dessiner le profil des consommateurs, d'identifier les modalités de consommation et l'évolution des consommations, même pour une substance donnée. Donc, quand on a fait cette évaluation au niveau de l'addictovigilance, c'est des informations qu'on va remonter à nos autorités de tutelle et qui vont permettre de prendre des décisions, soit en termes de prévention, soit en termes de mesures réglementaires, par exemple pour limiter l'accès à un produit qui a été identifié comme dangereux. Alors, que faut-il signaler en addictovigilance? Donc, vous l'avez compris, l'abus, la pharmacodépendance, mais également toutes les situations qui pourraient s'apparenter à une consommation problématique du moment qu'il y a une recherche d'effets psychoactifs. Donc, ça peut être des indices en termes de mode d'obtention. Par exemple, un patient qui va faire des fausses ordonnances ou du nomadisme médical pharmaceutique pour obtenir ses médicaments. On peut penser qu'il y a peut-être un abus au niveau de sa consommation. Ça peut être aussi un indice au niveau des modalités d'administration. Détourner la voie d'administration d'un médicament, ça peut être un indice de consommation problématique. Et puis, ça peut être aussi, on va dire, l'arbre qui cache la forêt.
des signalements finalement sur lesquels on n'a pas beaucoup d'informations sur les modalités de consommation de la personne, mais on va observer des intoxications aiguës à répétition, on va observer alors des mortalités dans le pire des cas, des morbidités qui sont liées aux modalités d'administration des produits. Tout ce qui est utilisation par voie injectable, ça peut entraîner des problèmes infectieux. Donc ça peut être ça qu'on voit en premier et ça peut être ça qui nous alerte sur une consommation problématique. Et puis enfin, il y a aussi l'usage criminel des substances psychoactives avec la soumission chimique qui est l'administration d'une substance à l'insu de la victime ou sous la menace. Comment faire pour déclarer un cas d'addictovigilance? Alors, faites comme c'est le plus simple pour vous. Vous pouvez nous passer un coup de téléphone, ça va très bien, surtout si vous avez des questions ou des doutes sur ce que vous devez déclarer, ou nous envoyer un petit mail. Et sinon, il y a le portail de déclaration. Donc, vous avez l'adresse Internet qui est inscrite sur la diapositive. Et donc, après, il vous suffit de cliquer sur une des vignettes. Donc, par exemple, vous êtes un professionnel de santé. Et ensuite, vous êtes guidé pour choisir la vigilance dans laquelle vous souhaitez déclarer. Donc pour notre cas ici maintenant, c'est l'addictovigilance. Donc après, vous êtes guidé, vous avez un formulaire à remplir en ligne et quand vous avez terminé de remplir ce formulaire, que vous l'enregistrez, il va être transmis directement à la structure concernée. Donc si vous déclarez que vous travaillez dans les Pays de la Loire et que vous choisissez l'addictovigilance, eh bien ça va arriver chez nous. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors, on va avoir le temps de prendre une ou peut-être deux questions maxi après chaque présentation. Angélique fera passer le micro à ceux qui veulent poser des questions. Donc, on retient voilà, quelle que soit la substance, légale ou illégale, sauf le tabac et l'alcool éthylique, tous les produits. Alors, pas les addictions sans produits, par contre. Pas les addictions sans produits. Addiction aux jeux et autres, ce n'est pas le CEIPA, mais chaque fois qu'il y a un produit, sauf alcool éthylique ou tabac, le CEIP, les signalements, vous avez l'adresse pour effectuer les signalements sur votre livret. Et puis là, c'est simple, c'est la première case, addictovigilance. Alors si vous avez des questions Moi, j'étais intéressé par l'impact du Covid sur l'addictovigilance. Est-ce que les confinements et autres, il y a eu des... Oui. Alors en fait, tout le réseau d'addictovigilance s'est mobilisé, notamment pendant le premier confinement, parce qu'on avait peur de ce qui pourrait se passer chez les sujets dépendants. Donc pendant le premier confinement, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour alléger les conditions de prescription et de délivrance pour que les gens ne se retrouvent pas en manque de médicaments, en particulier les médicaments de substitution aux opiacés, mais aussi les anxiolytiques et les hypnotiques. Donc par contre, on est resté très vigilant et en lien avec toutes les structures partenaires de la région pour voir s'il y avait effectivement un impact du confinement. Et d'ailleurs, vous pourrez le voir sur notre stand, on a publié un bulletin au niveau national de ce qui s'est produit justement pendant le confinement, avec notamment un arrêt de circulation de certaines substances liées du coup au confinement. Je crois que c'est l'héroïne qui était plus difficile à trouver. Le cannabis, oui, c'était le cannabis. C'était plus difficile de trouver du cannabis pendant le confinement. Et en parallèle, par contre, on avait une explosion des consommations de cocaïne sur le même temps. Au niveau des médicaments, on a vu des détournements d'usage, mais on n'a pas eu à déplorer d'overdose avec les médicaments de substitution aux opiacés. Ça aurait pu arriver puisqu'on avait fait en sorte que les patients ne manquent pas de traitement, donc ils auraient pu accumuler du stock. On n'a pas observé du coup d'overdose et ça c'est une bonne nouvelle. Mais oui, en fait, on reste très vigilant à tous les événements qui peuvent modifier autant les circuits de circulation des produits, des substances psychoactives et l'impact du coup sur les usagers et les patients. Merci, oui. Et si je peux juste rajouter, donc si vous avez envie de recevoir notre bulletin d'information, il y a quelques exemplaires sur le stand là-bas, mais si vous voulez les recevoir par Internet, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse qui est dans le livret et puis on vous met sur notre liste de diffusion et c'est des bulletins qu'on diffuse à peu près 3 fois par an. Très bien, donc n'hésitez pas à demander à recevoir les bulletins du CEIPA. S'il n'y a pas d'autres... Si, je vois une question. Oui, Marianne Claire, CHU d'Angers, pharmacien. Je m'interroge sur
Le circuit, est-ce que c'est le circuit à solliciter lorsque il arrive parfois que des patients hospitalisés, on découvre sur eux ou dans des produits illicites. Et donc parfois la pharmacie est sollicitée pour que ces produits soient acheminés à la pharmacie. La réglementation veut que non, ça ne soit pas le circuit habituel, mais que ça passe par la direction. Est-ce que vous devez être sollicité dans ces situations-là ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors, pour être bien clair, quand vous faites une déclaration à la dictovigilance, il n'y a aucune intervention sur la gestion de la situation avec le patient ou sur sa prise en charge. Vous faites une déclaration qui est anonyme. Donc nous, ça sert à alimenter nos données sur les consommations de substances, mais ça n'aura aucun impact sur ce qui va se passer dans votre établissement. Par contre, si effectivement vous avez régulièrement ou même de temps en temps des patients sur qui vous pouvez retrouver des substances, vous pouvez tout à fait nous contacter pour nous le signaler. Ouais. Après, on a aussi un dispositif qui permet d'analyser les échantillons, mais dans un contexte très particulier en fait. Par exemple, si un patient ou un usager dit avoir consommé une substance qu'il consomme habituellement mais qu'il n'a pas ressenti les mêmes effets que d'habitude, il y a moyen de faire analyser un échantillon du produit dans un laboratoire spécialisé uniquement pour essayer de voir qu'est-ce qui circule et est-ce que ça peut expliquer du coup les effets inattendus ressentis par la personne. Mais ça, c'est dans un contexte très particulier. Oui, encore une question. Merci. Bonjour, juste une petite question de curiosité. Concernant l'administration des drogues à l'insu des personnes, est-ce que vous avez une checklist des substances qui sont potentiellement administrées? Alors, en fait, vous avez les résultats de l'enquête sur la soumission chimique au niveau national qui sont disponibles sur le site de l'ANSM, que vous pouvez consulter. Et du coup, là, vous aurez les réponses par rapport aux médicaments ou aux substances qui sont utilisées. Donc, je vous dis tout de suite, le GHB, la drogue du viol, c'est pas du tout celle qui apparaît en premier quand on cherche dans les analyses toxicologiques. Mais je laisse le suspense, vous irez découvrir. Très bien, oui, c'est celle dont on parle, mais ce n'est pas celle qu'on retrouve.